Ça sent trop bon. Il en va de notre survie sur cette planète. Il faut maîtriser l'art de régénérer nos sols. C'est le b.a.-ba. C'est important de faire un bon usage de l'eau pour lutter contre la désertification et le changement climatique. C'est notre pierre à l'édifice. Je m'appelle Pierre Girard. Je suis journaliste scientifique et je vis entre Paris et Berlin. En parcourant l'Europe, j'ai fait ce constat. Partout, la façon dont nous produisons nos aliments a un impact déterminant sur l'environnement. Un quart des émissions de gaz à effet de serre provient de l'agriculture. Et chaque année, à l'échelle de la planète, nous perdons 24 milliards de tonnes de terres arables. Pourtant, la solution à bon nombre de problèmes est bien là, sous nos pieds. La terre. C'est elle qui nous donne de quoi manger, nous habiller et bien plus encore. En un mot, la terre nous fait vivre. Si nous ne prenons pas soin de nos sols, il y aura toujours plus de sécheresse et d'inondations. Il est grand temps de leur accorder toute l'attention qu'ils méritent. Ce n'est pas pour rien que notre planète s'appelle la Terre. Je suis allé à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices engagés qui ont fait du sauvetage des sols leur priorité et qui déploient des méthodes bien concrètes pour s'attaquer aux problèmes environnementaux par la racine. Ça semble vraiment paradoxal, mais plus il y a de fortes pluies et d'inondations, plus ça aggrave le phénomène de désertification, parce que ça lessive les sols et ça les dégrade. Ici en Espagne, ce sont 2/3 du territoire qui sont touchés, et le phénomène progresse vers le nord de l'Europe. Dans cet épisode, je rends visite à Johanna, dans la région que les Allemands appellent le bac à sable de l'Europe, le Brandebourg. Pour elle, plus les exploitations se regroupent et s'agrandissent, plus les campagnes se transforment en désert. Et la clé de rendement élevé, c'est les petites exploitations. Ça semble un peu contradictoire, alors je vais lui demander comment c'est possible. Et ici, en Andalousie, je vais à la rencontre de Remé. Elle a déclaré la guerre au désert en redonnant vie à des méthodes ancestrales. Je suis Remedios Ares, mais tout le monde m'appelle Remé. Dans cette région, nous rencontrons de nombreuses difficultés. D'abord, il y a la désertification. Ensuite, il y a la surexploitation des sols. Je fais partie de l'association Alvelal, qui compte 400 membres, dont 200 agriculteurs. Nous sommes tous convaincus que l'agriculture régénérative est la solution pour freiner le changement climatique et la désertification dans la mesure du possible. Nous voulons appliquer ce modèle dans toute la péninsule ibérique. Pour moi, c'est important de laisser une terre plus saine aux générations futures. Que pouvons-nous faire pour vivre ici dignement, de façon économiquement viable, en continuant à nourrir toute la population européenne, malgré des conditions climatiques extrêmes? Ici en Espagne, on compte 2600 villages abandonnés. Rien qu'en Andalousie, chez Remé, il y en a 163. Qu'est-ce qui est arrivé à ces villages? Il y a eu un exode rural dans les années 1960-70. La population est partie vivre en ville. À l'époque, la campagne n'avait plus de valeur. C'était très dur de travailler ici. Alors les gens ont opté pour la ville en espérant y trouver de meilleures conditions de travail. Et maintenant? Ça recommence. Les villages se vident de leurs habitants. Or, il faut du monde pour s'occuper de toutes ces terres. Tu peux nous raconter l'histoire de ta famille? Mes parents faisaient partie d'une génération qui accordait énormément de valeur à la terre. Et ils nous ont élevés dans cet esprit. Mais curieusement, ils nous ont quand même conseillé de partir, d'aller étudier ailleurs, parce que la vie paysanne, c'est dur. Je les ai écoutés et je suis partie étudier et travailler à la ville. Sauf que moi, je suis revenue. La terre compte beaucoup pour toi. Si je suis revenue ici, c'est avant tout pour offrir une meilleure qualité de vie à mes filles et pour leur apprendre à apprécier la terre à sa juste valeur. Dans cette région, nous avons un grave problème de désertification à cause de la détérioration des sols. Oui, et là où plus personne ne prend soin de la terre, le sol s'appauvrit. Ça veut dire qu'il se dessèche, qu'il se salinise, qu'il s'ensable. À cet endroit précis, il y avait de la neige hier. Aujourd'hui, il fait 20 degrés, on passe vraiment d'un extrême à l'autre et les conséquences du changement climatique sont palpables. Ça veut dire que pour les agriculteurs, la pression est vraiment énorme. À quelques kilomètres de là,
des fruits et des légumes poussent sous une mer de plastique. Il y en a sur 30 000 hectares, soit 300 km². On y fait jusqu'à 3 récoltes par an, sans jamais laisser reposer les sols, et en puisant sans scrupule dans les réserves d'eau. Il n'y a plus de place pour la nature. Exploités jusqu'à épuisement, les sols se transforment en désert. Et plus le sol se dégrade, moins il y a de terre pour nourrir la population, et c'est le début d'un cercle vicieux. Et toi, tu veux mettre fin à ce cercle vicieux. Un sacré défi. Oui, essayer de freiner un phénomène qui se propage de plus en plus, c'est un grand défi. Mais on tient à apporter notre petite contribution, car la nature a besoin qu'on prenne soin d'elle. Rémé prend soin de la nature en traitant le sol avec respect. Et elle sait comment faire. Rémé, quel genre d'agriculture est-ce que tu pratiques? L'agriculture régénérative. J'ai commencé par l'agriculture écologique, mais je me suis rendu compte qu'il fallait aller plus loin. Ici, le plus grand problème, c'est la pluie et l'eau. On a un gros problème de sécheresse, oui. Il pleut très peu sur l'année. Les pluies sont très rares et irrégulières. Il y a de grandes gelées jusqu'au mois de mai, ce qui limite beaucoup les cultures. Et l'autre grand problème, c'est la désertification. Quand l'eau ne vient pas du ciel, elle doit venir du sous-sol. Nous y voilà. Cet endroit s'appelle El Nacimiento, la naissance, parce que c'est là que naît, pour ainsi dire, l'eau qui irrigue les deux côtés et même le creux de la vallée jusqu'à la rivière. Regarde, on voit l'eau sortir de terre en faisant des bulles. C'est un système très ancien? Oui, très. On l'a hérité des Arabes principalement. Une partie nous vient des Romains, mais la plus grande partie vient des Arabes. Pour Rémé et ses compagnons de lutte, ce système d'irrigation séculaire est une solution durable. Deux artères partent de cette nappe aquifère et alimentent en eau tout un système de canaux à travers champs. On appelle ces canaux d'irrigation acequias. Ils ont été aménagés par les Maures au 8e siècle. Chez Rémé, ils irriguent 33 hectares de culture. Ils font de ce lieu une petite oasis de verdure, tout au moins en comparaison avec les terrains arides qui les entourent. Pour que le système perdure, les acequias doivent être entretenus régulièrement. Je peux t'aider? Bien sûr, un coup de main n'est jamais de trop. Quand l'eau arrivera, elle passera par cette acequia. Il faut enlever les mauvaises herbes. Merci, gracias. Ok. La terre aussi? Non, pas la terre. Il faut essayer d'enlever juste les herbes. D'accord. Et l'eau arrive jusqu'ici, depuis le Nacimiento? Oui, et elle va plus loin encore jusqu'à la rivière. C'est bon, ça suffit pour laisser passer l'eau. Mais ces canaux sont ouverts, l'eau ne s'évapore pas? On fait le choix de laisser l'eau s'écouler de manière naturelle pour protéger la biodiversité. Si on fermait les canaux, ça arrêterait tout. Il n'y aurait plus d'eau pour les renards, les perdrix et les oiseaux en général. Tout le désastre environnemental que ce système permet d'éviter compense le fait que l'eau s'évapore. On ne surexploite pas la nappe phréatique puisque l'eau sort de façon naturelle. D'accord, c'est vrai qu'il y a des études scientifiques qui montrent que ces canaux-là, à même la terre, ont des avantages plus importants pour l'environnement que les conduites en métal ou en béton, par exemple. En effet, là où l'eau s'infiltre dans le sol, une zone humide se crée. Et Comment le patrimoine hydrique est-il géré ici? Par nous, nous sommes une communauté d'agriculteurs irrigateurs. Quand l'un de nous veut irriguer sa parcelle, il regarde si quelqu'un est en train d'irriguer la sienne et si oui, il s'arrange avec lui. Si ce n'est pas le cas, alors il peut y aller. Et si un autre agriculteur veut irriguer sa parcelle, ils se mettent d'accord. Vous faites bien plus que de vous partager de l'eau.
Oui, on a un projet collectif. Pour nous, c'est important de faire un bon usage de l'eau pour lutter contre la désertification et le changement climatique. C'est notre pierre à l'édifice. Et ton tour vient quand? Il faut attendre un peu, parce qu'un autre agriculteur est en train d'irriguer. Quand il aura fini, ce sera à nous. Ouais, on va attendre un tout petit peu le tour de Rémé parce qu'ici, on n'ouvre pas l'eau aussi facilement qu'un robinet. Ici, dans le nord-est de l'Allemagne, il pleut davantage que dans le sud-est de l'Espagne. Alors on ne parle pas de désertification, mais certains sols sont eux aussi pauvres et épuisés. Pas besoin d'aller jusque dans le sud de l'Espagne pour trouver des endroits où le sol est proche de celui d'un désert. Je m'appelle Johanna Heger. Je suis designeuse en permaculture. Il y a 15 ans, j'ai quitté Berlin pour venir m'installer dans le Brandebourg. Quand je suis arrivée, cet endroit était quasiment un désert. Il n'y avait pas d'arbres, pas d'arbustes et on n'entendait aucun oiseau chanter. Mais j'ai pu cultiver un tas de choses sur une parcelle plus petite qu'un terrain de foot, après avoir planté des arbres et revitalisé le sol. Peu de gens s'intéressent à la couche superficielle du sol. Mais il y a quelques années, il y a eu un carambolage monstre dans le coin sur l'autoroute. Au printemps, alors qu'un immense champ venait d'être récolté, le vent s'est mis à souffler et a emporté la couche arable. Une sorte de tempête de sable s'est formée au-dessus de l'autoroute. C'est ce qui a provoqué le carambolage. Alors pendant quelque temps, les gens se sont intéressés au problème de la dégradation de la couche arable. Cette couche superficielle est ce qui nous permet de produire nos aliments et la base de notre culture. J'ai vraiment à cœur de montrer comment des sols dégradés peuvent être revitalisés. Et je veux créer un paradis sur ce morceau de désert. Un paradis productif où poussent toutes sortes d'aliments délicieux, au cœur de magnifiques espaces qui constituent des habitats pour les oiseaux et les insectes. Le vent arrive. Oui, il fait bien froid, hein? Ouais. C'est le vent du nord. C'est là où il y avait la serre. Le sol a vraiment retrouvé une belle qualité. La terre est bien brune. N'est-ce pas? On va pouvoir y planter des betteraves rouges. Tu m'aides? Avec plaisir. Super, alors c'est parti. On a ici du mesclun, des oignons de printemps, des betteraves rouges et de la roquette. Ça sent bon. On peut les planter dehors. On va préparer les plates-bandes et après on sortira les plants. Ça, c'est une grelinette. On en a besoin pour aérer le sol. D'accord. Tiens, suis-moi, je vais te montrer. J'espère bien parce que j'ai jamais fait. Justement, tu commences comme ça, puis tu te mets dessus. J'espère que tu as pris un bon petit déjeuner. Ensuite, tu fais comme ça. Il ne faut pas piétiner le sol. Si on marche dessus, on comprime les pores et les dafaunes, c'est-à-dire les organismes vivants dans le sol, ne peuvent pas faire leur travail. Donc je me mets comme ça. Voilà. Très chic. Et vers l'arrière. C'est pas très télégénique. Très bien, parfait. Maintenant, on va creuser les sillons. Et voilà, notre terre est prête pour les betteraves. Je vais les chercher. Les betteraves rouges. Super. Tu peux les poser là. Parfait. Regarde, maintenant, on va faire comme ça. On les plante en quinconce. Si ça te dit, tu places et moi je plante. Ok, très bien. Comment tu définirais la permaculture? C'est un mode de planification des cultures qui pense à long terme. La permaculture a une triple devise: prendre soin de la terre, prendre soin de l'être humain et gérer les ressources de manière raisonnée. On ne suit pas des méthodes prédéterminées. On peut faire ce qu'on veut, utiliser un tracteur, du film plastique. Il n'y a pas de dogme. Regarde, il manque quelque chose dans ce sillon. Oui, c'était un peu trop loin pour moi. Ça sent le sol en bonne santé et la couleur est bien plus belle, mais à la surface, c'est très sec et sablonneux. Pourquoi y a-t-il autant de sable dans le sol du Brandebourg?
L'histoire de cette érosion remonte à l'âge de glace. Mais tout cela a aussi à voir avec l'agriculture pratiquée pendant ces derniers siècles. Au cours des périodes glaciaires, les glaciers se sont déplacés et ils ont écrasé la roche sur leur passage, comme de gigantesques bulldozers. Quand ils se sont retirés à la fin de cette période, ils ont laissé derrière eux des éboulis et beaucoup de sable. Les particules les plus légères de ces sédiments, ce qu'on appelle le limon, ont été emportées par le vent. Il n'est resté que le sable lourd et ce sol pauvre en nutriments. Pour améliorer la qualité du sol au pied de ces arbres fruitiers, Johanna mise sur les poules. Quel avantage y a-t-il à avoir des poules? Qu'est-ce qu'elles apportent au sol? Elles empêchent l'herbe de pousser, ça déjà c'est formidable. Et elles enrichissent le sol en phosphore, très important pour le compost. Donc elles préparent le sol pour les cultures. Alors les arbres poussent mieux ici qu'ailleurs? Exactement. Depuis que les poules vivent ici, la haie a littéralement explosé et les arbres poussent super bien. On y va. Pierre, je te présente Julia, une collègue permacultrice avec qui je réaménage la pépinière. Elle va se joindre à nous. Enchantée. C'est parti. Tout doux. J'ai déjà vu beaucoup de choses, mais ça, jusque-là, je l'avais vu que dans les livres d'histoire. Il faut prendre plaisir à ce qu'on fait. C'est important pour toi ce travail avec les animaux? J'essaie d'utiliser aussi peu d'énergie fossile que possible et en plus, un tracteur, ça abîme les sols en les comprimant. Les chevaux ont non seulement l'avantage de produire du fumier, mais ils ne perturbent pas le sol et ils ont une force naturelle impressionnante. En Andalousie, Rémé se bat aussi pour améliorer les sols. Dans de nombreux champs comme celui-ci, il n'y a aucun système d'irrigation. Il faut s'en remettre à la pluie. Mais comme la couche arable est très facilement emportée par le vent, Rémé ne laboure que rarement. Et quand elle le fait, elle replante quelque chose tout de suite après. Son objectif à long terme est de protéger le sol en le végétalisant. Tu mets toute ta famille à contribution. Les enfants nous aident quand ils n'ont pas école. C'est un terrain de jeu naturel pour eux. Marron. Ah, j'adore l'odeur du romarin. C'est une affaire de famille ici quand on plante un arbre ou un romarin. Qui m'apporte le romarin? Sofia ou Carmen? Carmen? Elle y met du cœur. Une danse, comme on a danza. Mais bueno. Je vois aux traces sur le sol que tu utilises encore un tracteur ici. Pourquoi? On ne peut pas passer directement du labour régulier à pas de labour du tout. Il faut y aller graduellement. Cette terre a été habituée à être labourée 7 ou 8 fois par an. À présent, on ne le fait plus que 2 fois. Et l'érosion diminue? Énormément. Le sol fertile reste en place et la productivité n'en est pas vraiment impactée. C'est mieux pour les amandiers? Quand il y a davantage de matière organique dans le sol, il est plus facile pour les racines de se procurer des nutriments. Le résultat, on le voit pendant la récolte, elle est plus abondante, les amandes sont de meilleure qualité et plus grandes. C'est que du bonus. Chez les amandiers, tout est lié aux racines. Quelques grosses racines s'enfoncent profondément dans la terre à la recherche d'eau. Certaines sont 2 fois plus longues que les plus hautes branches. Mais la plupart des racines sont fines et s'étendent à faible profondeur dans toutes les directions, pour absorber au mieux le peu d'eau de pluie que contient le sol. Ces racines subtiles présentent un autre atout. Lorsqu'elles meurent, au bout de quelques mois, elles enrichissent le sol en carbone. L'eau de pluie peut alors mieux s'infiltrer
et à long terme, relever le niveau de la nappe phréatique, ou au moins le stabiliser. Et ici, dans le Brandebourg, le sol sablonneux a retrouvé la belle couleur brune de la terre, grâce à Johanna et son incroyable recette. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va définir la surface qu'on va consacrer aux lasagnes. Aux lasagnes. Au compost en lasagne. On l'appelle comme ça en référence à sa structure. D'accord. Le jardinage, c'est comme la cuisine. Le carbone et l'azote sont deux ingrédients importants pour la croissance des plantes. Elles ont besoin d'en trouver dans l'humus. Le bois, par exemple, contient beaucoup de carbone, tandis que le fumier est plein d'azote. Alors on alterne, selon le principe des lasagnes. Une couche de carbone, une couche d'azote, comme on fait avec les feuilles de pâte et la sauce tomate. Ah, excellent. La laine de mouton, on la met plutôt vers le bas. Le but est de créer une suite de luxe pour vers de terre et autres bestioles, ce qu'on appelle les dafaunes. Super. Parce que cette faune travaille pour nous. Elle fabrique l'humus qui est le terreau de notre civilisation. Sans elle, on n'existerait pas. Bon, on va constituer les couches inférieures avec les matières organiques les plus grossières. Tout ça contient pas mal de carbone. On va l'étaler. Derrière, il y a des fourches, on en aura besoin. On commence par les feuilles. Et maintenant, on va bien répartir la laine sur toute la surface. C'est un peu comme notre premier rectangle de pâte. La composition de la laine de mouton est similaire à celle de la poudre de corne. C'est donc un engrais longue durée. Peu à peu, la laine va également devenir un bon réservoir d'eau au sein du compost. Magnifique, on a encore d'autres ingrédients. Du vieux foin, du feuillage et des restes de plantes vivaces desséchées et une bonne dose de crottin de cheval. C'est pareil pour tous les composants, seuls ils se putréfient. Ils ont besoin d'être mélangés, autrement dit de biodiversité. On en revient toujours à la diversité. C'est pas si simple de faire des lasagnes. On ne se lance pas dans ce genre de recette si on ne sait pas déjà cuisiner. Je saupoudre toujours le crottin de cheval de poudre d'argile pour que les vers de terre puissent fabriquer un complexe argilo-humide. L'argile rend le sol grumeleux et le stabilise en le protégeant de l'érosion. Par la même occasion, il crée plus de pores qui laissent circuler l'air et l'eau, ce qui améliore la fertilité du sol. Il en va de notre survie sur cette planète. Il faut maîtriser l'art de régénérer nos sols. C'est le b.a.-ba. Et c'est un art qui se perd. Oui. Ça ressemble déjà à quelque chose. Ouais, je trouve aussi. Maintenant, à eux de jouer. Vers de terre, insectes et autres invertébrés, bactéries, champignons, le sol abrite d'innombrables êtres vivants. Nous revoici chez Rémé, en Andalousie. Toute l'eau qui alimente le système de canaux vient d'ici. À présent, c'est mon tour d'irriguer ma parcelle. Donc je referme cette trappe. C'est incroyable, le système qu'ont inventé les Arabes pour irriguer une telle surface en se servant seulement de la gravité. On dispose là d'une formidable ressource patrimoniale. Je trouve ça tout à fait fascinant. C'est vraiment fascinant. C'est comme un aiguillage en fait. En fermant la porte, Rémé, elle a orienté l'eau dans la direction de son champ qui se trouve là-bas au bout. C'est vraiment fou. Et l'eau fut. Enfin, ça lui prend un peu de temps pour arriver jusqu'à mes terres. C'est une vraie fête. Oui. Waouh. Hop là. Ça marche. Alors c'est beaucoup de travail ces canaux, mais ça montre quand même que les habitants de la région, ils ont trouvé depuis longtemps un système pour nourrir la population, même en temps de sécheresse. Et ça pourrait les aider avec le changement climatique. Tu n'es pas la seule à porter ce projet.
Il regroupe beaucoup d'agriculteurs. Oui, nous sommes réunis au sein de l'association Alvelal qui fait de l'agriculture régénérative sa philosophie. On est conscient qu'il faut prendre soin de l'environnement, mais aussi qu'avec des solutions qui ne sont pas viables économiquement, on restera toujours dans l'utopie, le rêve irréalisable. Or, nous, on veut que le rêve devienne réalité. En Allemagne, malgré les techniques vertueuses qu'elle a développées, Johanna ne vit pas encore de son travail acharné. Combien de personnes vivent à Gerswalde? Au village lui-même, 800. Et il y en a à peu près autant dans l'ensemble des hameaux alentours. Pas mal. En tout, la commune compte à peine 2000 habitants. La tendance est à la hausse ou à la baisse? À la hausse. La région est en pleine gentrification. Ah oui? Et c'est particulièrement vrai pour Gerswalde. Parce que c'est tout près de Berlin. Oui, il y a déjà beaucoup de nouveaux venus. Tu sens le vent? Il souffle de plus en plus fort. C'est 160 hectares qu'on aperçoit là, dans la direction du vent. Avant, c'était une forêt, mais elle a été défrichée. Et maintenant, on s'étonne que ce soit si venteux, comme par hasard. Tinka, au pied. Au début, je pensais que le facteur contraignant chez nous sur ce terrain, c'était le soleil, mais non, c'est clairement le vent. Ah oui? Oui, il suffit de regarder le sol. Regarde par exemple, ce terrain appartient à un agriculteur bio qui fait de très bonnes choses en soi. Mais on voit bien que le sol est exposé aux éléments. Le vent souffle dessus et l'humus est emporté. J'imagine que c'était pareil chez toi. Exactement. La terre était aussi claire. Oui. L'humus est desséché, ça se voit tout de suite. Ce n'est plus de l'humus. Enfin, il n'en reste plus beaucoup. Non, très peu. Si on me demandait quoi faire, je commencerais par planter des arbres. Des longues rangées d'arbres pionniers, des variétés capables de pousser ici. Des bouleaux, des peupliers, des robiniers. L'aménagement de la terre, c'est quelque chose qu'il vaut mieux planifier. Et voilà le plan. Que tu as fait il y a 15 ans. C'est ça. C'était l'idée de base. Quand on a commencé à travailler cette terre, qui était désertique, j'ai fait ce plan pour savoir comment on allait procéder. Voilà comment ça se présentait. Le plus important, c'est la topographie, c'est-à-dire les modifications au niveau des sols eux-mêmes. Tout ce que j'ai représenté en marron, c'est là où on a retiré des choses. Et en beige, c'est là où on a ajouté des choses pour pouvoir mieux retenir l'eau, créer des espaces bien particuliers et favoriser la formation de l'humus. Et pour stabiliser cette topographie modifiée, j'ai planté des arbres. En France, une étude a été menée par l'association Ferme d'Avenir. Tu la connais? Non. Ils ont calculé que pour nourrir toute la France grâce à la permaculture, il faudrait 100 000 exploitations comme la tienne. Et 400 000 personnes pour s'en occuper. Tu ne trouves pas ça un peu irréaliste? Je pense que ça fonctionnerait parfaitement bien. Les systèmes de paysannerie à petite échelle sont les plus productifs. Sauf que les subventions ne sont pas suffisantes pour que ça ait un sens financièrement parlant et que les gens y trouvent un intérêt. Tu reçois des subventions européennes, toi? Oui, pour 2,5 hectares, ce qui fait 600 € par an. 600 €? Oui, C'est pas grand-chose. juste assez, disons, pour acheter du foin pendant 3 mois. Ok, super. Mon voisin, qui a 4000 hectares, reçoit 4000 fois 800 € par an. Et tu continues malgré tout. Bien sûr, ça m'aide aussi à ne pas devenir dingue. J'adore ce que je fais. En Andalousie, les amandiers de Rémé et de ses collègues rapportent déjà plus. Des montagnes d'amandes. Les amandes sont ce qu'on appelle des super aliments. Riches en nutriments, elles ont de plus en plus de succès auprès des consommateurs. Délicieuse.
La plupart des amandes qu'on mange en Europe viennent de Californie. Là-bas, les plantations sont irriguées de manière intensive et le niveau de la nappe phréatique est en baisse constante. Ici, en Andalousie, Rémé produit des amandes d'excellente qualité, seulement avec de l'eau de pluie et ses fameux canaux d'irrigation, les acequias. Le secret de son succès, un sol amélioré de façon durable. Tu arrives à gagner ta vie avec ces amandes? Actuellement, oui, mais le prix doit rester équitable. Au début, les agriculteurs perdent de l'argent. Quand on cultive des amandiers, les 5 ou 6 premières années, les arbres ne donnent rien. Donc on ne gagne pas d'argent. On a besoin de recevoir des aides pour subsister le temps que les arbres commencent à donner suffisamment et qu'on puisse tirer un bénéfice de la récolte et que ce soit rentable. Dans le cas de l'amandier, il faut 5 ou 6 ans avant que la récolte soit digne de ce nom. Pendant ce temps, il faut bien que l'agriculteur ait des rentrées d'argent. Alors les subventions jouent un rôle très important. Qu'est-ce qui devrait changer pour que davantage d'agricultrices et d'agriculteurs adoptent ce système? Je pense que la politique agricole commune pourrait être un facteur clé de la conversion. Mais la PAC est plutôt favorable aux grandes exploitations. Elle se focalise sur les grandes exploitations parce qu'elles sont plus rentables. Mais les petites sont celles qui prennent soin de l'environnement, en changeant les critères de rentabilité et le concept même de rentabilité. Ce modèle pourrait inspirer d'autres territoires, non? Comme le nord-est de l'Allemagne? Nous pensons que généraliser ce modèle pourrait nous aider à combattre le changement climatique. Parce que nous sommes conscients qu'il n'y a pas une grande solution qui conviendrait parfaitement à tout le monde. C'est par des petites actions menées sur les différents territoires qu'on peut lutter contre le réchauffement. Il est urgent d'agir, car de plus en plus de régions d'Europe sont touchées par la dégradation et la désertification. Le sud de la France, l'Italie, le Portugal, la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie. Les sols bruns de Johanna et le projet auquel participe Rémé donnent de l'espoir. À petite comme à grande échelle, les agricultrices et les agriculteurs ont la capacité de changer la donne. Protéger le climat et l'environnement, ça commence à l'intérieur de la Terre.